Alors, c'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui aux journées annuelles du projet SAVI LGBTQ, le projet Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et toutes celles se reconnaissant dans un terme associé à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Alors, initié en 2016 par Lynn Chamberlain, titulaire de la chaire de recherche sur l'homophobie, le projet SAVI LGBTQ a déployé une diversité d'approches de recherche pour documenter les situations d'exclusion vécues par nos communautés. Alors, mon nom est Martin Blais, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres et co-directeur du projet SAVI LGBTQ. Alors, ces journées seront animées par moi-même et Isabelle Côté, professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Alors, pour commencer, permettez-moi de rappeler que le projet SAVI LGBTQ est administré à Tiohtià:ke, connu comme Montréal, dont nous reconnaissons qu'il s'agit d'une terre autochtone non cédée, lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, en particulier la nation Kanien'kehá:ka ou Mohawk. Rappelons qu'encore aujourd'hui, une population autochtone diversifiée y réside et cohabite avec d'autres peuples. Reconnaissons également que les privilèges dont nous jouissons aujourd'hui, nos ancêtres se les ont arrogés. C'est avec humilité et gratitude que nous reconnaissons que nous sommes ici en terre d'accueil et que les conséquences de la colonisation, marquées par les traumatismes et le déracinement, sont encore actuelles pour les peuples autochtones. L'œuvre que vous voyez à l'écran, Point levé vers l'avenir, a été créée par Erioma Washish, une artiste atikamekw qui vise à faire connaître davantage sa culture. Sa double identité, atikamekw par son père, québécoise par sa mère, lui permet de mieux saisir les différences qui distinguent les deux peuples et de créer des espaces de dialogue à travers ses œuvres. Cette œuvre a été réalisée en collaboration avec les étudiants du collège Kiona à Odanak en 2014. Ce sont leurs silhouettes et leurs points levés vers l'avenir que vous voyez. La scène politique a été marquée cette année d'avancées et de potentiel recul. Le projet de loi numéro 70 a établi que les thérapies de conversion portaient atteinte au droit à l'intégrité et à la dignité des personnes qui les subissent et les interdites. Et nous sommes toutes et tous heureux d'avoir vu ce projet de loi adopté. Néanmoins, nous sommes plusieurs à être inquiets des répercussions du nouveau projet de loi numéro 2 pour les personnes trans et non-binaires. Par ce nouveau projet de loi, le gouvernement propose 2 changements qui auront des conséquences dommageables pour les communautés trans et non-binaires. D'abord, le projet de loi impose l'obligation de traitements médicaux, hormonothérapie et chirurgie génitale pour pouvoir changer sa mention de sexe. Ensuite, il crée une nouvelle mention d'identité de genre distincte de cette mention de sexe. D'une part, la réintroduction de l'obligation de chirurgie génitale pour le changement de la mention de sexe est un recul. Les données du projet SAVI LGBTQ montrent que cette exigence exclurait les 2 tiers des personnes trans et non-binaires de la possibilité de changer leur mention de sexe, puisque seul le tiers d'entre elles ont entrepris des démarches médicales de transition ou en ont l'intention. Cette obligation, abandonnée depuis 2015, forcerait les personnes qui veulent une mention de sexe reflétant leur identité de genre, à une transition médicale qui n'est pas toujours nécessaire ou désirée pour affirmer son identité de genre, qui les expose à des risques pour leur santé, qui est plus coûteuse que ce que beaucoup de personnes peuvent payer et qui ne respecte pas la diversité des formes de transition, médicales ou non, et les rythmes de transition des personnes concernées. D'autre part, le projet de loi numéro 2 propose l'ajout d'une mention d'identité de genre distincte et possiblement discordante de la mention de sexe. Cette discordance expose les personnes trans à des situations de dévoilement forcé, avec des conséquences largement documentées sur leur droit à la dignité, à l'égalité, à la vie privée et à la sécurité. L'introduction d'une mention de genre distincte force une divulgation non souhaitée par certaines personnes trans et non souhaitable. D'une part, elle les force. Cette divulgation forcée retire à ces personnes le droit de choisir pour elles-mêmes et par elles-mêmes si, quand et à qui elles divulguent leur identité. D'autre part, elle les expose à des situations qui menacent leur sécurité et leur intégrité, ainsi qu'à des situations de discrimination dans plusieurs domaines de vie cruciaux pour leur inclusion sociale, que ce soit dans le domaine de l'emploi, du logement, de l'école ou de l'accès aux soins de santé. Il faut également reconnaître des disparités importantes au sein de nos communautés LGBTQI2+, en particulier pour les personnes trans et non-binaires, comme je viens de le mentionner, mais également pour les personnes autochtones, noires ou racialisées, pour qui s'accumulent les formes d'exclusion et de non-reconnaissance. Notre travail d'éducation et de militance n'est pas terminé. Des membres de nos communautés sont directement touchés. Nous sommes collectivement interpellés. J'en profite pour souligner que le travail
que ce travail de militance, il est nécessaire et qu'il porte fruit. Grâce aux actions des groupes communautaires, dont plusieurs d'ailleurs sont partenaires du projet Salut LGBTQ, le ministre de la Justice a annoncé récemment qu'il reculerait sur la réintroduction des chirurgies obligatoires et retirerait les articles jugés transphobes du projet de loi numéro 2. Le projet Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ, c'est un projet partenarial financé par le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada sur une période de 7 ans. Le projet se décline en plusieurs volets qui visent 3 grands objectifs. Documenter les formes contemporaines d'inclusion et d'exclusion sociale des personnes LGBTQ+ vivant au Québec, comprendre leur parcours d'inclusion et d'exclusion à différents groupes d'âge, à différents âges de la vie, et analyser de manière critique des politiques publiques québécoises et canadiennes mises en place pour favoriser leur inclusion. L'après-midi de demain va vous permettre de prendre connaissance des résultats produits depuis la dernière année. Et je vais vous présenter dès maintenant quelques outils qu'on a développés pour vous. Mais avant de le faire, je vais insister sur le fait que ce travail, on ne l'a pas fait seul. Donc, on l'a fait accompagné de nombreux partenaires. Alors, vous voyez à l'écran les différents volets du projet. Donc, une enquête en ligne, près de 5 000 personnes, en fait, y ont participé. Des récits de vie auprès de 137 répondants rencontrés à 2 reprises. Une analyse des plaintes déposées à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 208 plaintes, qui concernent le milieu de travail en cours d'analyse, et une ligne du temps qui comprend près de 300 événements. Alors, ce travail il a été possible grâce à une diversité de partenaires. Donc, une trentaine de chercheurs universitaires, communautaires et institutionnels, près de 50 collaboratrices et partenaires universitaires, associatifs. Sans elles, sans eux, sans vous, le projet ne serait pas ce qu'il est. Et au nom de toute l'équipe, je veux vous remercier sincèrement pour cet engagement. Malgré des horaires chargés, malgré la pandémie, on a pu compter sur vous. Et je pense que Isabelle se joint à moi pour vous remercier. Ça n'aurait pas pu être possible non plus sans les personnes qui travaillent de près au projet. Donc, il y a eu un renouvellement de l'équipe. Voici quelques personnes, en fait, sur qui on a pu compter. Alors, Gabriel James Galantino à la coordination, Rim à la médine, à la mobilisation des connaissances, Judith Crête en soutien à la coordination, Elio Brun aux communications, Maria Samoilenko, statisticienne. Donc, Isabelle Côté vous présentera demain d'autres personnes qui ont participé étroitement au projet et qui ont été impliquées dans la dernière année. Alors, chacune de ces personnes joue un rôle essentiel et vraiment, je tiens à les remercier. Maintenant, je vais vous présenter ces 2 outils dont j'ai parlé et qu'on a développés pour vous. Le premier, c'est une ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec. Écoutez, c'est vraiment, on est vraiment très fiers de vous présenter ce projet. Vous en avez entendu parler à plusieurs reprises. À chaque année, on parlait de la ligne du temps. Donc, elle est dès maintenant disponible en ligne. Donc, elle a longtemps été protégée par un mot de passe parce qu'on y travaillait. On l'a maintenant rendue disponible. Donc, l'objectif de cette ligne du temps, c'est vraiment de mettre en lumière l'engagement militant des personnes LGBTQ+, des organismes pour la reconnaissance de leurs droits. Plusieurs personnes ont été impliquées dans la production de cette ligne du temps au fil des années. Je veux souligner, en fait, leur contribution. Alexis Labelle, Ambre Roberge, Vincent Arsenault, Gab Germain, Elio Brun. Tout ça a été fait sous la coordination attentive et rigoureuse de Rim, de Gabriel également. Donc, vraiment, je tiens à souligner leur travail remarquable à cette ligne du temps. Je veux aussi remercier les partenaires qui nous ont beaucoup aidés, notamment à trouver des archives, des documents pour l'illustrer, les archives gays du Québec, les archives lesbiennes du Québec, Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des familles LGBT+, ainsi que l'ATQ, en fait, pour avoir mis à notre disposition des archives et des images pour l'illustrer. Alors, je vais vous la présenter et naviguer un peu avec vous quelques minutes. Mais je veux dire d'abord que c'est un projet encore en développement, donc il y a près de 300 événements. Il y a peut-être des oublis. N'hésitez pas à nous contacter
Donc, s'il y a des oublis, s'il y a des images dont vous avez la propriété, enfin, on a validé les droits d'auteur, mais des erreurs sont toujours possibles. Donc, je tiens vraiment à préciser que les commentaires sont les bienvenus. On a besoin de vous pour la compléter. Peut-être qu'on en a laissé passer. Donc, la somme de travail requise pour y arriver a été grande et on a peut-être fait des oublis. Donc, vous allez voir aussi qu'il manque parfois des images. Donc, on lance un appel à tous. Si vous avez des images pour illustrer certains des événements, contactez-nous. N'hésitez pas. Ce que l'on veut, c'est que cet outil témoigne de notre histoire et soit utile à toutes les personnes qui en auraient besoin. Voici cette ligne du temps. Alors, rapidement, elle est hébergée sur le site de la chaire parce que c'est de la chaire Diversité sexuelle et pluralité des genres, parce que c'est le site que l'on tiendra le plus à jour et ça va nous assurer la pérennité de la ligne du temps. Donc, ce que l'on peut voir ici, par exemple, c'est qu'on peut cliquer sur tous les événements, on peut cliquer sur des sous-catégories comme répression et mouvements sociaux, loi et politique, symboles. Et à l'intérieur, il y a des sous-catégories conjugalité, famille, éducation, services, santé, services sociaux, logement, travail, immigration, enjeux trans. D'autres catégories vont être créées. En fait, donc, c'est simplement une autre stratégie pour présenter les événements. Donc, pour prendre un exemple, répression et mouvements sociaux, donc, on peut naviguer dans la ligne du temps, où on voit la création des organismes, différentes manifestations. Je vais rapidement, je m'en excuse. En fait, vous voyez ici l'adresse, donc chairedspg.uqam.ca, /, ligne, trait d'union, temps, /, et vous allez avoir accès directement. Donc, je vous donne un exemple. Il suffit de cliquer. Bon, on peut voir facilement la photo quand on clique. Et si on clique, il y a beaucoup de clics sur le web. Donc, si on fait lire la suite, on a de l'information. Donc, on a parfois peu d'informations, on a parfois beaucoup d'informations. Encore une fois, si vous avez des ajouts à nous proposer, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, vous trouverez la source de l'image, différentes références qui font référence ou qui expliquent le contexte de ces différents événements. Donc, on en a près de 300. Pour nous contacter, en fait, on a mis un petit onglet à droite qui s'appelle « Contactez-nous ». Et si on clique, donc vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse courriel, l'organisation, et vous pouvez nous indiquer si vous souhaitez qu'on modifie un événement, si vous souhaitez réclamer les droits d'auteur sur une image, rapporter une erreur ou autre, et vous écrivez un message, et nous en prendrons acte et nous bonifierons cette ligne du temps autant que possible. Donc, c'est un petit produit dont on a parlé à chaque année, dont on est vraiment très fiers et sur lequel il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser. Donc, on souhaite vraiment que ce soit un outil utile. Je vais revenir à cette présentation. Voilà. Le deuxième outil, celui-là n'est pas disponible malheureusement pour le moment. C'est un tableau de bord des indicateurs qu'on a tiré de l'enquête en ligne. Alors, ce tableau de bord nous permet en fait de sélectionner des indicateurs qui nous intéressent et d'afficher les résultats de l'enquête pour différents groupes. Donc, je vais naviguer encore une fois. Donc, on est encore à l'étape du prototype. C'est la raison pour laquelle on ne le rend pas disponible. Donc, il y a encore des termes en anglais. Voilà. Donc, ce n'est pas au point, mais je veux simplement vous montrer son fonctionnement. Il reste encore des indicateurs à ajouter. On voulait vraiment faire un prototype pour vous montrer, en fait, vers où on s'en va. Donc, je tenais, en fait, à ce que les résultats de l'enquête soient disponibles et surtout disponibles sous une forme et un moment qui convient aux personnes qui souhaitent la consulter. Alors, il y a différents domaines. Il y en a d'autres qui seront ajoutés. Par exemple, ici, dans le domaine de l'emploi, on choisit un domaine de vie, on choisit un indicateur. Dans ce cas-ci, le fait d'avoir rencontré des obstacles dans le courant de sa trajectoire professionnelle. Et on peut comparer les données
Bon, ici, par modalité de genre, donc on voit le positionnement des personnes cisgenres en mauve, le positionnement des personnes trans, et on peut voir assez rapidement, en fait, d'un simple coup d'œil, que les personnes trans, dans tous les groupes d'âge, rencontrent davantage d'obstacles dans le courant de leur trajectoire professionnelle que les personnes cisgenres. Alors, évidemment, vous ne serez pas étonné, en tant que partenaire du projet, de constater des données comme celle-là, mais je pense que l'avantage, c'est de pouvoir les mobiliser facilement, rapidement, pour soutenir la militance, pour soutenir la rédaction de demandes de subventions ou pour présenter des données dans les médias. Donc, en fait, il y a différents indicateurs sur la base desquels on peut comparer ces données. Donc, la modalité de genre, je vous l'ai montré, les différentes identités de genre. Ici encore, on voit la variation entre les groupes et l'orientation sexuelle. Donc, actuellement, on voit que c'est le groupe d'âge qui est l'axe horizontal, mais sachez en fait qu'il y aura 2 boutons comparés et que vous pourrez choisir les croisements qui vous intéressent. Alors, pour les geeks dans la salle et en ligne, j'espère que ça vous excite un peu, mais moi, personnellement, ça m'excite beaucoup. Alors, donc, ça aussi, en fait, c'est un élément dont on est très fiers et qu'on a hâte de voir aboutir. Donc, Michele Bayoko, dont vous avez déjà entendu parler au sein du projet, si vous avez un peu suivi nos travaux, a beaucoup travaillé aussi au développement de ce prototype. Et le Bureau d'information numérique de l'UQAM qui a travaillé à la programmation. Donc, je vais me ressaisir un peu et revenir à la présentation officielle. Donc, vous allez avoir une petite pause de quelques minutes avant que commence le panel dont je veux vous parler un peu. Alors, le panel cette année, donc je pense que le panel fait toujours partie des activités qui sont particulièrement appréciées dans les journées SAVI. Donc, c'est vraiment un contact très privilégié qu'on a avec des gens engagés qui acceptent de nous parler de leur vécu. Alors, cette année, le thème du panel, c'est « Quand l'amitié n'a pas d'âge, les relations intergénérationnelles dans les communautés LGBTQ+. » Alors, on a 3 duos. Le premier duo, donc, Mona Greenbaum, Henri June Pilote. Le deuxième duo, Diane Labelle, Félicia Tremblay. Et le troisième duo, Mariam Mané et Carlos Idibouo. Tous ces beaux duos seront animés par Myriam Labidi. Alors, je vous remercie infiniment à l'avance pour votre témoignage, pour vos récits, pour votre vécu. Donc, les panels sont toujours un moment fort à chaque année et je ne veux pas mettre de pression, mais je n'ai aucun doute que ce sera encore cette année le cas. Donc, je vous remercie de votre présence et vous avez quelques minutes de pause, le temps qu'on s'installe et qu'on prenne une petite respiration. Donc, vous avez 10 minutes et on revient en ligne à 18h45. Merci. Et bonne journée, SAVI.